Merci de votre fidélité à cette édition d'information sur les antennes de Numérique à Télévision. Voici les titres. C'est parti pour le procès des présumés membres de la milice Kamwina Nsapu, branche de Kinshasa. 36 présumés, dont 3 femmes, étaient ce vendredi à la barre pour la première audience. Le Premier ministre a enfin présenté le projet de loi des finances exercice 2018, un projet qui s'élève à environ 5 milliards de dollars américains. En sport, Mazembe tentera de conserver son titre à la Coupe de la CAF. Le club de Lumbashi sera reçu ce samedi à Pretoria par Support Sport en finale, à retour de cette compétition. Voilà pour l'essentiel en titre, les détails à présent. On ouvre ce journal par la Haute Cour militaire qui a ouvert ce vendredi le procès des militaires, des opposants, le militaire public aux présumés membres du mouvement insurrectionnel Kamwina Nsapu, branche Kinshasa. Pour cette première audience publique, il était question d'identifier les prévenus et de vérifier les saisines du tribunal. Ils sont au total 36, dont 3 femmes. 15 chefs d'accusation sont portés contre eux, notamment association des malfaiteurs, mouvement insurrectionnel, meurtre, participation criminelle, détention d'armes de guerre, violence, assassinat, coups et blessures volontaires. Il faudrait signaler que le procès se tient avec un important dispositif sécuritaire déployé aux alentours de la Haute Cour militaire. La prochaine audience est fixée au vendredi 8 décembre prochain. À l'Assemblée nationale, le Premier ministre a présenté ce vendredi le projet de budget pour l'exercice 2018. À noter que la commission spéciale chargée de la rédaction des conclusions de la plénière sur l'interpellation de Bruno Tshibala suite au dépôt tardif du projet de budget a publié son rapport. Dans ce rapport, la recommandation d'Henri Thomas Lokondo conseillant le Premier ministre de démissionner était jugée anticonstitutionnelle. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information avec plus de détails. Plus de peur que de mal, depuis peu, sur une éventuelle confrontation entre sympathisants de la majorité et du rassemblement, le RASOP ayant décidé de décaler pour le jeudi 30 novembre prochain la tenue de sa marche initialement prévue, le 28 novembre. Si à la MP on évoque une simple coïncidence de date, au rassemblement limité on affirme avoir privilégié la paix au lieu de céder à la provocation. Nos équipes se sont rendues au siège du PPRD, mais également de l'UDPS limité. Le 28 novembre prochain, ce ne serait plus les sympathisants de 2 familles politiques que tout oppose qui vont se retrouver dans la rue, mais plus qu'un seul groupe. On est donc passé à côté de la catastrophe. C'est un ouf de soulagement que poussent certains. Au siège de l'UDPS, un des partis phares du rassemblement, on est clair, l'initiative de la marche à la date du 28 était du RASOP. La majorité, en fixant sa manifestation au même jour, visait à gêner. Est-ce que vous trouvez ça normal, au jour d'aujourd'hui, qu'on puisse trouver dans notre capitale des courants de pensée différents, des courants politiques qui s'affrontent dans la rue au moment où le peuple a besoin de l'alternance? C'est la raison pour laquelle on avait préféré reporter ça, décaler ça pour 2 jours. Et au PPRD, à la Ligue de jeunes, on relativise trop d'accusations pour rien. Vous connaissez le but et le mobile de la marche du rassemblement. C'est anticonstitutionnel, c'est pour amener du désordre, c'est pour amener de la pagaille dans la ville, c'est pour amener des casses, c'est pour amener des pillages. Le problème aujourd'hui, les élections. Qu'au rassemblement, on ait choisi de décaler la date, n'est en rien un aveu de faiblesse, mais plutôt de la responsabilité, avis du camp de l'Imité. Qu'on ne fasse pas de l'amalgame. Ça, c'est une manifestation projetée par les rassemblements. Et ceux qui s'opposent même à notre philosophie, ils doivent nous proposer aussi une autre voie en dehors de la manifestation. La plupart des marches que l'opposition a demandées, de rassemblement principalement, c'est des marches pour aller vandaliser les biens d'autrui, c'est pour vandaliser le commerce, c'est pour voler, c'est pour tripoter, c'est pour abîmer.
Mais aucune marche n'a été organisée par la majorité ni par le PPRD qui ait eu casse, qui ait eu des bêtises. Au sein de la majorité présidentielle, on se réjouit plutôt de l'esprit fair play du camp d'en face. Et on apprend qu'au CCU, à la CCU, la Convention des Congolais Unis, le parti cher au ministre de la Communication Lambert Mindé, la Ligue de jeunes de la CCU, a saisi le gouverneur de la ville pour lui tenir informé de la marche que la Ligue des jeunes compte organiser, une marche pacifique le 30 décembre prochain. Il y a aussi un mouvement citoyen pro-majorité appelé Café Quinois qui aussi organisera une marche pacifique le 30 décembre prochain. Entre-temps, à Kananga, le maire de la ville a interdit des manifestations publiques jusqu'à nouvel ordre. Pour justifier sa décision, Mwamba Kantou explique que la ville de Kananga vient de sortir d'une situation calamiteuse due à l'incursion de la milice Kamina Nsapu et qu'elle est déclarée secteur opérationnel militaire. Selon lui, les manifestations publiques peuvent favoriser les infiltrations imprévisibles des forces négatives dans la ville. Des mouvements associatifs se multiplient du jour au lendemain en République démocratique du Congo et pour lutter contre la prolifération de ces mouvements citoyens, le gouvernement avait présenté, rappelez-vous, un projet de loi portant réforme de la loi de 2001. Pour Maître Georges Kapiamba, coordonnateur de la coalition de 30 ONG, cette démarche est inopportune. Elle vise, selon lui, à restreindre les fonctionnements des ASBL dans un État démocratique. Félix Ilunga, Eric Ilunga, la reportage. Environ 25 000 ASBL de droit congolais et 1000 de droit étranger fonctionnent en République démocratique du Congo. Le ministre de la Justice parle de la prolifération. Il estime qu'il faut mettre un terme à cela, d'où son projet de loi à l'Assemblée nationale sur la réforme de la loi de 2001. Mais le coordonnateur de la coalition des 33 ONG crie à la violation de la Constitution. La Constitution n'a pas déterminé le nombre d'associations ou d'ONG qui doivent exister. Il ne revient pas non plus au ministre de pouvoir fixer les nombres. Ça risque d'être un abus d'autorité ou un abus de pouvoir. Il est exclu en ce qui concerne la RDC que nous puissions envisager une pareille loi. Elle devra être déclarée anticonstitutionnelle par la Cour constitutionnelle si jamais elle allait jusqu'au bout. Une démarche inopportune, suppose Maître Georges Kapiamba, qui trouve en ce nouveau projet une arme pour réduire au silence les mouvements associatifs. Lorsque vous prenez la réforme qu'il a entreprise, elle contient par exemple des dispositions du genre que le ministre a le pouvoir de prononcer la dissolution et la confiscation d'une ONG qui serait reconnue coupable d'avoir critiqué les institutions politiques ou leur fonctionnement. Et ça, c'est extrêmement grave. Rendre plus belle la commune de Limete, c'est l'objectif que s'est fixé le bourgmestre de cette commune. L'autorité municipale a fait une descente sur terrain. Maître Nkoulou Douglas a été au quartier Pakadjuma et Ndanou. Dans sa suite, Serge Mitelezi, Nadine Maïfiloa. En matière de salubrité, le quartier Mososo s'étendant le long de la rivière Yolo et le quartier Ndanou à Kingabwa restent les ventres mous de la municipalité de Limete. Ils ont en commun leur exposition aux inondations. Si à Mososo, l'engorgement de la rivière est causé par des tonnes d'ordures déversées dans son lit, à Kingabwa Ndanou, c'est la rupture des digues qui facilite la remontée régulière des eaux du fleuve. Dans le cas de Ndanou, on est au stade des études pour construire une digue qui va non seulement prendre Massina, Limete, peut-être même Matete et Njili, mais on ne fait pas de travaux de cette envergure sans pour autant faire des études. Nous avons curé
Ndanou, les caniveaux de Ndanou. Nous avons mis la digue qui existe là-bas quand vous voyez des digues en sac. Mais justement, on l'a fait. Il n'y a pas une année. Maintenant, on va peut-être revenir avec l'intervention aussi du gouvernement provincial, mais les travaux comme tels qui sont financés par l'Agence française à la coopération et au développement ne pourront intervenir que l'année prochaine en 2018. Plus loin des artères précaires où s'entassent des familles entières déguerpies de la concession de l'ex-Onatra le long du chemin de fer, faisant tâche le long de la route de poids lourds, voie qu'empruntent les autorités et les étrangers. Lorsqu'on déguerpit, vous allez me dire pourquoi vous avez déguerpi. Donc c'est un cercle vicieux. Nous ne récoltons que ce que nous avons sémé. J'aime dire la vérité. Évidemment, tout ce que nous faisons comme intervention, dans un premier temps, c'est pour limiter les dégâts. C'est pour éviter qu'il y ait des morts. C'est pour éviter qu'il y ait des épidémies. Mais il y a des problèmes transversaux. Il ne faudrait pas voir tous les problèmes d'assainissement comme les problèmes de la commune. Il y a même le gouvernement central qui intervient. Célébration ce vendredi 24 novembre de la journée internationale de la Bible. Est-ce que les Quinois maîtrisent-ils la Bible? Élément des réponses dans ce baladeur réalisé par Jephté Touleni et Jérès Setchima. Le livre le plus lu du monde, la Bible, est un outil important dans la vie des chrétiens. Et à Kinshasa, les chrétiens que nous avons rencontrés ont plus ou moins certaines connaissances bibliques. Je préfère beaucoup lire hébreu, parce que dans l'hébreu 11, nous rassure beaucoup de choses. La foi est une ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'assied pas accompagné de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est psaume 1. Bon, il m'arrive de lire la Bible, mais ce n'est pas chaque jour que je fais la lecture de la Bible. Je peux vous dire que j'ai toute la Bible dans la tête, mais néanmoins, j'en ai assez, plus de 20. En fait, Jean 3, plutôt 16, il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, et que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Question. La Bible est-elle réellement l'œuvre des hommes ou des dieux? Que pensez-vous de sa crédibilité? Y a-t-il d'entorse autour de ce livre? Je crois à la Bible depuis la couverture jusqu'à l'autre couverture. C'est la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu sous forme des Écritures. La manière dont la Bible a été écrite, on peut être tenté de croire que ce n'est pas vraiment la parole de Dieu inspirée comme la plupart des chrétiens le croient. La Bible est composée de plusieurs livres et ramassés par-ci par-là. Les théologiens se sont mis d'accord pour écarter certains livres qu'ils ont jugés apocryphes, non inspirés, et pour retenir ceux-là qu'ils ont jugés inspirés. Cette journée a pour but d'inciter les chrétiens à pénétrer la Bible par la lecture. De la religion, on va passer au sport. Le vainqueur de la Coupe de la CAF sera connu le samedi prochain. Ce sera à l'issue de la finale retour entre Super Sport d'Afrique du Sud et le TP Mazembe. Pour Mazembe, ce sera sa 3e finale dans cette compétition, mais la 11e, toute compétition confondue, pour le club de Lubumbashi, détenteur du titre de cette compétition continentale. Paul Cazos au reportage. Super Sport contre Mazembe, finale retour de la CAF, finale attendue ce samedi 25 novembre 2017 à Pretoria. À l'occasion, Mazembe va jouer ainsi sa 3e finale dans cette compétition. Au premier essai, en 2013, Mazembe avait raté les coches à domicile devant le club sfaxien, battu 2-1 à Lubumbashi. Au retour, après la défaite de Mazembe 0-2 à Sfax. Ce samedi, en cas de succès sur l'ensemble des 2 finales de cette édition, la plus haute marche du podium sera réservée aux Corbeaux-Louchois qui succéderaient ainsi à eux-mêmes et signeraient un doublé après leur premier titre en 2016 aux dépens de Mo Béjaïa d'Algérie. Un but partout en Algérie au match aller et 4-1 à Lubumbashi au retour. À Mazembe, bon voyageur, toutes les bonnes chances pour un 2e sacre dans cette coupe de la CAF.
Toute compétition confondue, Mazembe plus que tout puissant sera à sa 11e finale. Et sur les 10 expériences antérieures à son actif, 5 étoiles à la Ligue des champions de la CAF, un galon à la Coupe de la CAF et une couronne à la défunte Coupe des vainqueurs de Coupe. Et sur ces 10 essais, 2 ratés seulement en 1969 et en 1970 à la Ligue des champions et un faux pas en 2013 à la Coupe de la CAF. Voilà, ainsi brossé la carte de visite du tout-puissant Mazembe, certainement vainqueur de la finale de ce samedi. À la faveur de ce match entre Supersport et le TP Mazembe, le club congolais est à la quête d'un doublé après son premier sacre dans cette compétition. Ce premier sacre, Mazembe l'avait remporté en 2016 à domicile devant le club algérien de Mouloudia, nettement battu sur le score de 4-1. Retour sur cette finale pleine de souvenirs dans ce commentaire signé Paul Kassoso. Aux riches, dit la Bible, on ajoutera, aux pauvres, on va soustraire. Un peu comme Mazembe, plus nanti, une coupe supplémentaire, un tout premier à la Coupe de la CAF, le 7e de la série, toute compétition confondue. Au Mouloudia Olympique Béjaïa, au palmarès vierge, rien du tout pour sa première expérience. Pour y arriver, après le 1-1 du match aller à Blida, Mazembe a déversé toute sa bile sur le mob, crucifié au stade de Kamalondo et battu sur le score éloquent de 4-1. Un calvaire pour les crabes algériens impuissants et facilement broyés. 7e minute, une balle arrêtée et frappée par Jean Kassoussoula Kilicho et but de Merveille Bopé Olokadi pour l'ouverture du score. 43e minute, deuxième but de Corbeau Louchois sur une puissance frappe de Renfort Kalaba. 2-0 à la pause, à la reprise, 62e minute, et revoici les Zambiens Renfort Kalaba pour son doublé personnel et 3-0 pour Mazembe, bien parti pour le sacre. 75e minute, Mazembe lève quelque peu le pied, Sophie Al-Kadir sauve le meuble pour les Olympiens de Béjaïa. Pour que la fête du sacre soit totale, la 77e minute, sur un centre lointain de gauche à droite de Jean Kassoussoula Kilicho, à la réception, Jonathan Bolingui Pangui se jette pour le 4e et dernier but de Mazembe. 4-1, Mazembe, on ne peut plus tout puissant que jamais. Et premier titre continental de Mazembe à la Coupe de la CAF, son 7e, toute compétition confondue, premier essai pour Béjaïa et première finale ratée pour le club algérien. Ce soir ici à Lubumbashi, c'est la... Et voilà. Et puis, la Fédération internationale de football a publié hier, jeudi, son classement pour le mois de novembre. La République démocratique du Congo se maintient à la 4e place sur le continent africain, mais perd une place sur le rang mondial et occupe le 36e rang. Les détails dans ce commentaire. Les Léopards de la République démocratique du Congo, désormais 36e équipe mondiale selon les classements de la FIFA. Ces reculs d'une place est justifié par sa non-qualification à la phase finale de la Coupe du Monde Russie 2018. Pour établir ce classement, la FIFA a pris en compte la conclusion de ces éliminatoires. Les Lions de la Teranga du Sénégal profitent de leur première qualification pour la Coupe du Monde depuis 2002 pour occuper le 23e rang mondial. La Tunisie et l'Égypte sont respectivement 27e et 31e. Le top du classement mondial est occupé par l'Allemagne, le Brésil, le Portugal, l'Argentine et la Belgique qui seront aussi présents en Russie. Ils conservaient tous leur rang de l'édition d'octobre. Parmi les autres modifications de ces classements, la France recule de 2 places et se retrouve désormais 9e. A noter aussi que la Somalie ferme la marche du classement pour l'Afrique. En dehors de nos frontières, en Égypte, au moins 184 personnes tuées et 120 autres blessées. Bilan d'un attentat contre une mosquée au nord du Nord Sinaï ce vendredi. Annonce faite par l'agence officielle MENA. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a convoqué une réunion avec les ministres de la Défense et de l'Intérieur ainsi que les chefs du renseignement civil et militaire après cette attaque.
Ainsi donc se termine cette édition d'information sur les antennes de Numérica Télévision. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous retrouve dimanche pour l'édition de la rétrospective à retrouver demain à 19h. Amen Dimwani Yakuda pour la grande édition. Bonsoir et à demain. Les journaux Paris à Kinshasa ce vendredi s'intéressent à la procédure de destitution à l'encontre du Premier ministre. Selon le courrier de Kinshasa, c'est à cause du dépôt tardif du projet de budget pour l'exercice 2018. Les députés Henri Thomas Lokondo, cité par la République, accusent Bruno Tshibala de l'incompétence à la tête du gouvernement. L'élu de Mbandaka constate un manque de leadership et de volonté politique pour le gouvernement dirigé par l'ex-bras droit d'Étienne Tshisekedi. Cet acharnement contre Bruno Tshibala pourrait bien avoir une raison selon Congo Nouveau, celle de laisser la place à d'autres. Tel des joueurs, Joseph Kabila voudrait sortir le capitaine Tshibala qui, 6 mois à la manœuvre, accuserait déjà la fatigue. Quitte à mettre fin, ajoute le journal, à la broncade d'une opposition restée sur les bancs des touches. Mais le plus redoutable effet du départ de Bruno Tshibala explique la prospérité serait le chambardement des projections du processus électoral par les faits même que tout, absolument tout, devra changer. Géopolis Hebdo aborde les sujets également dans le même sens. À en croire le journal, en demandant la démission du Premier ministre, Henri Thomas Lokondo sollicite en réalité la plateforme au pouvoir, les temps nécessaires pour retarder les élections ou carrément une rallonge de la transition. L'actualité, c'est aussi l'ouverture ce vendredi à la haute cour militaire du procès Kamwina Sampou. Pour l'avenir, l'ouverture de ces procès passe aux yeux de certains observateurs pour une occasion de donner toute la lumière, notamment sur l'odieux assassinat des experts des Nations Unies. Pour Forum des As, l'heure des vérités a sonné. On termine par cette affaire d'esclavagisme des migrants en Libye. Forum des As s'étonne de voir des migrants dépenser toute une fortune pour se retrouver esclaves au pays de Mohamed Kadhafi. Décidément, conclut le quotidien, les dictons selon lesquels l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître, s'écrit douloureusement dans les sables libyens.